Allez, l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, dans un rapport relevé samedi, pointe de nombreuses irrégularités ayant provoqué la perte, selon elle, de centaines de millions de dollars. L'agence anticorruption avait lancé il y a plusieurs mois un audit de la société sur la période 2010-2020 et a bouclé son rapport, c'était le 31 mai dernier. Alors la conclusion, elle est nette. Gabin, on vous donne la parole. Des centaines de millions de dollars évaporés dans cette mauvaise gestion. C'est en République démocratique du Congo. Oui, cela pose le problème de la gestion des sociétés d'État africaines. Et dire que c'est un national qui était en train de gérer ça. Et puis bon, il y a eu cette évasion fiscale-là. Le problème, c'est que ces personnes étaient en place depuis 2010. Mayuka, c'est lui le directeur général de cette compagnie-là. Il est là depuis 2010 avec son PCA. Ce sont les mêmes qui gèrent depuis plusieurs années. Et quand on sait que la ARDC a un gisement intarissable, on se demande comment est-ce que la gestion a été faite. Moi, aujourd'hui, je tire un chapeau au président Tshisekedi qui a demandé à ce que cet audit-là ait eu lieu, parce que à l'époque de Joseph Kabila, même de son feu défunt père, il n'y a jamais eu cet audit, et ceux-là ont eu à gérer. Si on veut remonter à une époque, aux époques de Mobutu et autres, je parie qu'on va arriver à des milliards. On va arriver à des chiffres qu'on ne pourra même pas lire. Aujourd'hui, il y a certains qui sont en train de prêter des intentions malsaines au président, disant que bon, il veut se servir de cela pour pouvoir écarter des personnes puissantes qui financent la politique congolaise. Il faut faire l'audit aussi. Oui, c'est important. Bon, c'est le moment que bon, les gens disent que bon, il veut se servir de cela pour se décharger d'un certain nombre de charges et tout. Mais aujourd'hui, c'est très important de le dire, parce que la gestion au niveau des gisements de la RDC, vraiment, c'est de la bouillabaisse. Chacun arrive à déterminer une partie, se dit que bon, je vais exploiter cette partie-là. Et ce qui fait qu'en RDC, tu vas voir deux classes. Il y a une classe qui est immensément riche et il y a une classe qui est très 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 pauvre. C'est aussi ça le problème de nos problèmes africains. Et les exploitations, la plupart se font de manière artisanale. On maintient des gens dans la précarité pour pouvoir les exploiter. Ces deux personnes-là, moi je les cite parce que bon, il y a encore 7 autres personnes qui dirigent avec eux. Ce sont eux qui sont à la tête, Mayuka et son ami le PCA, ils sont vieux. Ils sont de la vieille école, mais je me demande ce qu'ils cherchent encore pour ne pas bien gérer. Et je parie que cet audit-là les a surpris, parce qu'ils ne s'y attendaient pratiquement pas. Le président s'est levé un jour, il a pris la décision de faire cet audit-là, et on a découvert qu'il y a plusieurs millions de dollars qui se sont évaporés. Qu'est-ce qui va se faire avec eux? Moi, je pense qu'il va falloir les décharger de leurs fonctions et les mettre à la disposition de la justice, pour que la justice puisse faire son travail. Parce que même si on peut dire que bon, Kabila voulant revenir, on est en train de dégommer les hommes qui étaient pour lui hier et tout, qui le soutenaient financièrement et logistiquement. Il va falloir qu'à un certain moment, on se dise on gère les sociétés pour les peuples africains, et il va falloir que ce soit ces peuples-là qui soient heureux, au lieu de voir quelques personnes cela couler douce, alors que bon, la plupart de la population végète dans une misère nauséabonde, pas possible. Sincèrement, moi je suis heureux que ce a été fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire par après? Il ne faut pas les laisser. On connaît les chiffres. On sait que bon, il y a eu des détournements. Les premiers responsables doivent être punis, en attendant qu'ils donnent les noms de ceux-là qui ont eu à faire des malversations avec eux. Alors, comme Valentin Mayaba, peut-être, oui, il y a la main du politique dans cela, mais comme Gabin l'a dit, sur cette période, je vais parler de 2010 à 2020, la GECAMINE était dirigée par Albert Youma, qui est un proche de Joseph Kabila. Le président Antoine Tshisekedi est en train de jouer avec eux, ou bien c'est un audit de ce nom?
Je sais que vous êtes journaliste. Oui, vous savez, je dis l'une des meilleures alternances que j'ai connues en Afrique, c'est celle de la RD Congo. Parce que ça a été une alternance pacifique. Vous savez, Kabila, je ne sais pas si vous connaissez l'homme, c'est quelqu'un d'irracinable. Hein, et que quand il décide, il décide. Mais aujourd'hui, c'est grâce aussi à Fayulu, Martin Fayulu. voilà, que Tshisekedi est revenu au pouvoir. Parce que, quoi qu'on dise, nous savons qui était Fayulu en RD Congo. C'est Fayulu, personne. Mais Kabila a préféré Tshisekedi parce qu'il y avait cette cohabitation ou ce partage du pouvoir. Vous avez vu que même Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il n'arrivait pas à tenir. Parce que c'est Kabila toujours, puisque au niveau du Sénat, c'est lui, au niveau de l'Assemblée, c'est lui, et c'est lui qui décide. C'est ce que voulait Kabila. Maintenant, entre-temps, les gens disaient que, attention, il finira par s'affirmer un jour, puisque quand tu es président, tu es président. Oui. Donc aujourd'hui, il est en train de prendre quand même ses balises par rapport à la gouvernance, la vraie. Mais la question qui est en train de se poser, est-ce que Gabin l'a posé, c'est une question intéressante. Cet audit vient montrer cette gouvernance voulue par le peuple congolais. Mais aujourd'hui, les résultats sont sortis de 2010 à 2020. Je crois que cette l'IFG, oui, voilà, cette structure a pu quand même donner les résultats de cette enquête-là. Maintenant, après enquête, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser impunis ceux qui sont baignés dans ces crimes-là? Je ne pense pas. Donc, il faut agir. Et nous avons connu sur d'autres cieux, en l'occurrence sur nous au Togo, nous avons connu des structures qu'on a créées pour des enquêtes. On a bouclé des enquêtes, on a donné des résultats, mais bon, c'est que ça traîne. Oui. Donc le peuple a besoin de ces genres d'actes-là, puisque c'est des actes courageux, ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, si Tshisekedi veut s'affirmer, s'il veut peut-être donner cette image d'un président capable de peut-être d'agir au nom des Congolais, il faut qu'il aille loin, que ça ne s'arrête pas au résultat de l'enquête. L'enquête a abouti, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il faut d'abord que la loi quand même dise son nom dans ce dossier-là. Et donc je pense que cette façon de faire avec Tshisekedi, elle est appréciée. Dans un premier temps, elle est appréciée, mais serait beaucoup mieux appréciée s'il va au-delà, ne s'arrêtait pas à ces questions de choses. Parce que, vous savez, les échéances prochaines s'approchent aussi, ça annonce à grands pas. Justement. Et donc cette question aujourd'hui avec Tshisekedi, je pense que il a en droit peut-être d'agir mieux, même si on peut lui prêter, on lui prêtait des intentions pour dire que c'est un acharnement contre les éléments de Kabila et ainsi de suite. Je ne pense pas que ça doit véritablement être ça. Ça s'est passé en Guinée quand le président, l'autorité malienne, c'est-à-dire que l'actuel, la junte, bon, je n'appelle pas ça, les dirigeants guinéens, quand il est venu sortir ses armes pour dénoncer des crimes, pour arrêter des gens par rapport à la gestion. Doumbouya. C'est des actes comme ça, les gens veulent. Puisque quand quelqu'un reste longtemps au pouvoir, vous ne pouvez pas me dire il serait un sacro-saint. Il a toujours il traîne des calebasses. Des casseroles, il traîne des casseroles. Puisque c'est ça même qui fait que la plupart de ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas partir. Parce que des enquêtes comme ça peut même le conduire à la CPI. Ce n'est pas des crimes économiques seulement. Ouais. Ça peut être des actes de terrorisme, des crimes, des guerres, tout ça là. Je crois qu'il va falloir à un moment donné, si quelqu'un sait qu'après ma gouvernance, il y aurait une enquête. On va toujours chercher à connaître comment est-ce que j'ai géré le pays. Ça permettra aux dirigeants de bien faire et de ne pas s'inquiéter par rapport à leur départ. Parce que les gens tiennent des cordes aujourd'hui, vaille que vaille, parce que après, ce que nous savons, c'est ce qui peut sortir. Et donc, avec Tshisekedi, c'est une preuve que c'est un président qui veut quand même travailler au nom des peuples congolais, puisque la RD Congo regorge d'énormes ressources, puisque aujourd'hui, même quand vous prenez la Chine, qui est venue signer un contrat avec cette société-là pour faire les routes, mais il n'y a pas de traçabilité. Même à l'ETR, les taxes qui devaient venir à l'ETR, rien n'a été défini. Donc, je crois que ces crimes économiques on a obligé quand même d'aller dans les tréfonds pour démasquer,
pour démasquer ces personnes-là et quand même répondre de leur acte, quoi. Alors, Auguste Nkobi, l'inspection générale des finances indique, surtout en particulier, ne pas avoir retrouvé la trace de plus de 400 millions de dollars sur un total de quelques 600 millions d'avance sur fiscalité et prêts à l'État. C'est un peu plus énorme. Oui, c'est énorme. Après, je pense que ça doit être beaucoup plus énorme que ça. Parce que le problème de la GECAMIN, il est redondant. C'est depuis. Hein. C'est à chaque fois, ce dossier revient à chaque gouvernement. Et il pose la question justement de la corruption des élites au niveau du Congo. Le problème dans nos pays, c'est que, si vous voulez, parfois on a l'impression que la corruption est institutionnalisée. Oui. C'est ça qui est dommage. Et le pire dans cela, c'est le fait qu'il y a une collusion très forte entre les hommes d'affaires congolais et les politiques congolais. Du coup, dès qu'on s'attaque à la gestion d'une entreprise, on se retrouve englué dans des tractations politiques, des tractations voire militaires, quand on voit le cas du Congo avec les terroristes, les groupes armés, ainsi de suite. Et on va rentrer dans... Mettons, on va essayer de lier les bras du président, ou du moins c'est le groupe qui essaye de redresser les choses. Et ça, c'est vraiment dommageable. Là, quand vous regardez le cas du Congo, vous verrez que l'actualité congolaise est presque essentiellement composée de frictions politiques. Ouais. Presque, et à chaque fois qu'on s'attouche à, comment dirais-je, à quelqu'un qui détourne des fonds, ben on brandit la manipulation politique. Alors que c'est bizarre. C'est-à-dire, la réalité, c'est de savoir si les faits sont avérés. Oui. Si les faits sont avérés, il faut qu'il y ait une suite. Et il faut qu'il y ait une suite forte, une suite pénale, comment dirais-je, pour moi, qui doit être intransigeante même. Parce qu'il s'agit du bien-être des populations et qu'il s'agit du développement des pays. Ce qui est étonnant, dans des États comme la Guinée, comme le Congo, qui sont extrêmement riches, c'est que lorsque vous voyez ces détournements de fonds, c'est de l'argent expédié à l'étranger dans les banques, c'est de l'argent, disons, qui a été négocié avec de grosses structures internationales et ainsi de suite, et on ne retrouve malheureusement nulle part ailleurs, en tout cas très rarement, des entreprises africaines. Moi, des pays comme la RDC, des pays comme la Guinée qui ont un potentiel, comment dirais-je, stratégique continental, pour moi, ce sont des pays qui doivent avoir les investissements d'autres pays africains. Oui. Je donnais par exemple, quand on parle du Togo, qui fait partie actuellement des principaux exportateurs au niveau du Gabon, moi j'applaudis. Parce que pour moi, il faut ça. Quand on prend par exemple un groupe comme Ebomaf qui va travailler dans plusieurs pays africains, et moi j'applaudis. Parce que le monsieur est ici. Il est sur le continent. Son argent, les transactions, elles se passent sous les continents. Donc je préfère qu'on me dise demain qu'on a confié, je ne sais pas moi, le contrat de l'urbanisation, je ne sais pas moi, je donne un exemple, de Lubumbashi à quelqu'un comme Ebomaf, parce qu'on sait où le trouver. Oui. On sait comment retrouver ses fonds. On sait comment, s'il y a transaction ou arrangement, on sait comment le faire. On sait comment le faire. Et ce qui m'agace dans la plupart de nos pays, surtout notamment les plus riches, c'est que on va faire par exemple le cas de la GECAMIN, vous allez voir après les principaux groupes partenaires, vous allez vous apercevoir que quand il va s'agir de les attaquer, parce que c'est ça le problème, c'est-à-dire actuellement on attaque le mec qui est local, c'est-à-dire celui qui a géré l'entreprise. Mais en réalité, s'il y a corruption, c'est qu'il y a corrupteur. Oui. Et s'il y a détournement, c'est qu'il y a expertise. Lorsqu'on va chercher à attaquer ceux qui sont derrière le rideau, on va se retrouver devant de grands groupes. Et lorsqu'on va vouloir atteindre ces groupes-là, on va brandir un certain nombre de signatures d'accords internationaux, de limites juridictionnelles. Voilà. Et ça, il faut qu'on arrête ça. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de logique à ce que, par exemple, on ait un pays riche comme le Congo, avec un potentiel, par exemple, hydroélectrique, majestueux qui peut toute l'Afrique, et qu'on se retrouve dans une situation de problème énergétique. Ou bien avoir la bauxite en Guinée, un des premiers producteurs du monde, et se retrouver incapable de fabriquer ne serait-ce que la moindre barque, la moindre automobile. C'est dommageable. On a un Togolais de 25 ans, qui construit une voiture.
si demain, lui, il ouvre sa société de construction automobile au Togo, avec l'aide d'expertise et ainsi de suite, où est-ce qu'il se fournit en matière première? Il va réacheter l'aluminium en Chine? En Chine. C'est pas possible. Donc il faut de la projection. Et puis à un moment, je pense que quand il y a des crimes comme ça, moi je suis partisan de personnes à qui on donne des postes de responsabilité, mais en stipulant bien que les crimes seront punis sévèrement. Allez, on va parler pour finir du Togo avec les chiffres de Covid-19 qui repartent à la hausse. Le Togo a été considéré comme l'un des meilleurs élèves dans la gestion de coronavirus. Il y a eu ces derniers temps des mesures d'allègement, il faut le dire, au risque d'un Covid, sauf que ces derniers temps, les chiffres repartent à la hausse. Est-ce parce qu'on a ces mesures, on a levé ces mesures d'allègement? Bon, personnellement, j'ai su qu'on allait avoir les mesures, qu'on allait avoir les cas à la hausse. Le jour où j'ai vu à la télé qu'en France, les cas étaient à la hausse. La France n'est pas le Togo. Quand j'ai vu que la France avait des cas à la hausse, je me suis dit... Il y a une interaction. Vu qu'il y a un lien filial qu'on refuse de couper, donc c'est sûr que les cas... Donc vous voulez dire qu'on recopie Mettons qu'on peut se poser la question, vu l'historique de cette histoire-là. Maintenant, plus sérieusement, mettons que, comme vous savez, moi je suis toujours très réservé quand il s'agit des chiffres par rapport à quoi, par rapport à quel test, des tests venus d'où. Je suis très réservé. Après, je pense qu'au niveau des États africains, oui, je pense qu'il faut une posture de nos experts qui soit celle de la recherche. Pourquoi je m'exprime? Parce que, mais si vous prenez la décennie, on a eu quoi? On a eu la grippe du poulet, la grippe du porc, on a eu l'Ebola de la chauve-souris, le corona du pangolin. Dernièrement, on nous parlait de la variole du singe. La variole du singe, moi, ce qui m'a d'ailleurs profondément énervé, c'est qu'on prenait les photos des épidémies de variole en Afrique de plusieurs dizaines d'années en arrière, pour les montrer à la télé européenne et dire oui, voilà, ça c'est la variole du singe, alors que les premiers cas sont en Europe. Vous prenez le cas du coronavirus, ainsi de suite, c'est la Chine. Vous prenez dernièrement, je me rappelle, je pense que j'ai lu un document sur le sida, ainsi de suite. On parle d'une forme de sida, mais cette forme de sida, on parle de l'Europe. Donc à un moment, je pense qu'au niveau de l'Afrique, il y a un certain nombre de choses qu'on ne dit pas. Il y a un certain nombre de dossiers qui nous sont obscurs. Et ces dossiers-là, pour moi, ils sont de l'ordre de l'écologie. Ils sont de l'ordre de l'alimentation. Pourquoi je vous dis l'écologie? Je dis l'écologie tout simplement parce qu'au début de cette crise-là, on faisait un parallèle entre les zones du monde les plus polluées et les propagations du Covid. En 2 semaines, on n'en parle plus. On a scindé, on parle écologie et on parle Covid comme si les deux n'étaient pas liés. En dehors de cela, nous, en tant que population africaine, sur les 10-15 années, on a vicié tout ce qui était de l'ordre de notre productivité. Ça veut dire que sur 10-15 années, 20 années, on est plus dans les pesticides, on est plus dans les engrais, on est plus dans l'importation de produits dont on n'arrive même pas à corriger la qualité. Alors même que, je vais vous donner un exemple tout à fait édifiant, il y a des recherches qui se font sur le microbiote. Et il a été montré que le microbiote de personnes issues du continent africain ou de la zone amérindienne avait un microbiote beaucoup plus, efficient que celle qui était dans les pays développés. Alors, tenez-vous bien, est-ce que vous savez qu'actuellement, on fait des dons de caca? Ça existe, des donateurs de caca, tout simplement parce qu'il faut reconfigurer le microbiote de malade afin qu'il puisse résister contre le cancer, contre un certain nombre de maladies. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas. Même au Togo, au sein du Togo, je n'ai vu qu'une association, OADEL pour ne pas la citer, qui à un moment s'est investie dans la sensibilisation sur les produits cancérigènes, sur les perturbateurs endocriniens, sur un certain nombre de choses. Donc, au-delà de la chose du Covid, parce qu'il faut rappeler que
la question n'est pas de savoir si le coronavirus existe ou pas. Tout le monde sait que le coronavirus existe. Qu'il y a des cas en Afrique, il n'y a pas de problème. La vérité, c'est que jusqu'à présent, on n'arrive pas à expliquer pourquoi l'Afrique s'en est sortie. Ça, c'est un. Mais deux, au-delà de cela, je pense qu'il ne faut pas simplement voir l'aspect coronavirus. Il faut voir les autres facteurs qui font qu'au niveau des populations africaines, les immunités soient renforcées ou abaissées. Je vais terminer sur une simple question. Et je demande aux gens qui nous suivent peut-être de fouiller au niveau de... Personnellement, en 10, 15, 20 ans, je remarque que par exemple au sein de nos populations, on parle plus de fibrome chez les femmes. On parle plus de kystes chez les femmes. On parle plus d'infertilité au niveau de nos jeunes filles. On a, par exemple, au niveau des hommes, on a beaucoup plus de cas de diabète, des cas d'AVC, donc des cas de problèmes d'hypertension. Hormis cela, vous remarquerez qu'il y a 10, 15, 20 ans, on ne voyait pas autant d'hommes se ruer sur des problèmes parce qu'ils ont des problèmes d'azospermie, on n'en voyait pas. Donc à un moment, il y a quand même une expertise beaucoup plus poussée que nos experts doivent faire pour vraiment sortir un peu de cet engrenage-là, parce qu'on a l'impression qu'on nous balance des chiffres. Maintenant, ce qu'on nous dit, les populations africaines sont plus susceptibles d'avoir du fibrome. Bon, j'ai un problème avec ça. En tout cas, Horus l'a dit, il faut faire attention. On n'a pas expliqué à l'Afrique comment justement le continent est sorti de cela, mais au Togo, on a expliqué parce que les mesures ont été très dures et comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, comme Valentin Mayaba, le Togo est classé parmi les meilleurs élèves de la classe, premier, deuxième, troisième. Est-ce qu'il faut retourner à ces mesures comme Valentin Mayaba? Non, ce n'est pas seulement au niveau de Covid que le Togo est classé premier, deuxième. Il y a sur d'autres plans, on est toujours classé en des premiers rangs. Mais la question n'est pas là en fait. La question n'est pas là. Ici, je rappelle que ça fait déjà pratiquement quelques temps que je n'ai plus parlé de Covid. Parce que, oui, très longtemps sur les chaînes, on ne faisait qu'avec les docteurs qui nous expliquaient des trucs pas possibles. Et finalement, on devait même devenir médecin. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, grand état-major, quand un temps ça a été... ça a suspendu ou ça s'est arrêté, on se disait que, ouf, c'est parti Covid. Maintenant, on dit que les cas augmentent. Alors que vous voyez sur le plan mondial, tout se dessert, puisqu'on a d'abord ouvert les frontières, terrestres comme aériennes, maritimes et tout. Actuellement, les mesures barrières semblent être un peu plus souples. C'est pas seulement au Togo. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous avez des chiffres? Parce que non, les chiffres, je ne les ai pas actuellement sous la main. Voilà, eux, ils envoient, c'est ça on dit les chiffres actualisés. Donc moi je n'ai pas les chiffres actualisés à mon avis, puisque pour le faire c'est officiel, ça se donne sur la radio nationale. Enfin non pas le site, il y a le site de comité scientifique, voilà qui donne du repos qui donne chaque jour des chiffres, mais je n'ai pas eu les chiffres depuis hier quand j'ai suivi même la TVT. La TVT aussi le fait au journal de 20h, à chaque fois quand ça passe. Mais je n'ai pas eu les chiffres. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'on nous annonce que les cas grimpent et repartent en hausse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revenir aux mesures? C'est la question que les gens sont en train de se poser. Ou bien nous allons rester vigilants par rapport à Covid, que depuis longtemps on nous a dit qu'il faut toujours être vigilant parce qu'on ne sait pas. On ne voit plus. Oui, voilà. Justement, et donc c'est ce que je dis. Et puis ça a cessé aussi au niveau des racketteurs, puisque quand je parle des racketteurs, les agents de GMS aussi, entre-temps, quand on a laissé tomber, on a un peu diminué, enfin, on a assoupli un peu les mesures, ça échappait, enfin, beaucoup de ces agents-là aussi étaient en train
de mordre les dents parce que ça leur faisait beaucoup de bénéfices. J'en parle pour preuve. Et ici, la question, c'est que le gouvernement doit quand même... on ne va pas revenir sur l'époque de Soumokourou Kanté, enfin, les anciennes époques où on doit utiliser des méthodes plus frisques et tout. Mais je dis qu'actuellement, nous allons vivre avec la maladie. Eux-mêmes nous ont dit ça depuis longtemps, qu'on doit vivre avec la maladie. Et vivre avec la maladie voudrait dire que, en même temps que nous sommes en train de travailler, en même temps que nous vaquons à nos occupations, on doit comprendre qu'il y a un virus à tout moment qui peut nous arriver. Et donc, nous devons être vigilants. C'est le message qu'on peut nous donner. Mais revenir encore sur des mesures drastiques. Ils n'ont pas proposé. Non, je dis. Vous-même, vous savez que s'il y a des justement, mesures demain qui sont prises en justement, c'est de ça que je dis. on aura des mesures à Non, c'est ce que je suis en train de dire. Nous savons parce que par rapport à cette déclaration, à cette déclaration, c'est parce que ils vont dire demain. Mais si nous disons que s'il faut prendre d'autres mesures, on ne doit pas revenir sur les anciennes mesures. On doit vivre avec la maladie. Vivre avec la maladie voudrait dire que qu'on nous parle de la maladie vie, mais respecter ceci, cela, que de peut-être encore fermer les marchés ou peut-être les frontières ou peut-être les agents sur les faits tricolores où on ne regarde que les gens qui sont sur les engins ou les voitures et que même ceux qui marchent sont exemptés de masques. Je crois que ce n'est pas ça qui est important. Orisha a relevé un truc important. Aujourd'hui, l'Afrique doit quand même regarder de l'avant parce que tout nous vient. Regardez par exemple cette question de vaccin. Dans un premier temps, le vaccin qui est africain n'était pas accepté. Dans un premier temps, il a fallu un moment quand ils savent qu'ils ne peuvent pas nous fournir du vaccin, qu'on dit non que comment appelle-t-on, l'Afrique du Sud a son vaccin. Ils sont en train de faire faillite. Justement. Et donc, c'est ce que je dis. Donc, je dis que sur un fond de commerce, Covid a créé beaucoup de remous et que nous devons être vigilants par rapport à ça. On n'est plus pas le temps, encore 2 minutes. Mais vous allez dire l'essentiel, le juriste Gabin Adiawo. Ouais, bon, le Covid existe, hein, tout le monde le sait. Maintenant, s'il faut copier les chiffres de la France pour pouvoir le ramener ici, bon, moi je n'en sais rien, je ne suis pas dans le comité scientifique. Sûrement que bon, on va leur faire confiance parce qu'ils veillent à notre santé. La maladie existe. Ce que moi je vais demander, c'est juste essayer d'être assez vigilant. Le port des masques, vous avez les mains, les mesures barrières, se respecter, tout ça. Mais il ne faut pas aller jusqu'à encore fermer les frontières avec les mesures drastiques. On n'en a plus besoin parce qu'on souffre déjà. La famine est à nos portes et aujourd'hui, il va falloir bouger pour pouvoir trouver des revenus. Il ne faut pas encore mettre des trucs. On sait que la maladie existe, on va vivre avec la maladie, mais vigilance de mise, c'est le plus important. Ça va, Horus? Oui. Moi, non, bon, en fait, moi, quand je veux savoir à peu près ce qui va se passer au Togo, mais je quand tu sais sur ce cas-là, si les gens disent qu'ils vont bloquer Paris, donc il faut savoir que. Prions que ça n'arrive pas. Sur ce plateau, Horus, vous êtes activiste panafricain. Merci également à Gabin Adiawo, vous êtes juriste et analyste politique. Mon confrère, merci à vous, comme Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Merci d'avoir commencé la semaine avec New World TV, New World Info et avec Michel Loris Amirtapa. Merci infiniment. Merci. Allez, on se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Bonne semaine à tout le monde.